Mesdames, Messieurs de la presse, bienvenue au service d'information du gouvernement pour la conférence de presse de ce jeudi 17 juin 2021. Par le compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 16 juin, vous avez été informés de la communication orale du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville sur le recensement des cas de sinistres observés sur des bâtiments publics. Une centaine concernés depuis le début de la saison des pluies. Pour vous permettre de mieux éclairer l'opinion sur cet important dossier et toujours dans le souci de la transparence dans l'action gouvernementale, nous accueillons deux membres du gouvernement. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville, Maître Stanislas Benewende Sankara, le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, Professeur Stanislas Warou. Pour sa déclaration liminaire, recevons le ministre chargé de l'Éducation nationale, Professeur Warou, à vous. Mesdames et Messieurs de la presse, je voudrais donc avant tout propos vous dire merci pour votre présence remarquée cet après-midi et qui est pour nous en tout cas un soutien constant dans la mise en œuvre de la politique éducative donc, du gouvernement. Alors, il faut dire que depuis le début de l'installation donc de la saison des pluies cette année 2021, on assiste à une vague de dégradation et de destruction d'infrastructures éducatives à travers notre pays. Cette situation a concerné pratiquement l'ensemble du pays et je dirais un peu donc le nombre de régions qui sont concernées, et a touché différents types d'infrastructures éducatives au niveau des différents ordres d'enseignement. Alors, pour ce qui est de l'état des lieux des infrastructures endommagées, donc à la date du 14 juin 2021, donc au ministère en charge de l'éducation, nous avons fait un point donc, de 110 infrastructures éducatives qui ont subi des dommages, 110, entre donc, le mois d'avril et celui de juin 2021. Donc, 14 juin 2021, suite aux intempéries. La plupart des infrastructures endommagées sont hors d'usage, après les 10 dommages. Alors les régions, en fait, les plus touchées par le phénomène sont les régions du centre-est et du nord, qui totalisent chacune 19% du nombre total des infrastructures endommagées. Alors, au niveau des différents ordres d'enseignement, les infrastructures de l'enseignement primaire donc, sont les plus nombreuses à subir les dommages. Elles représentent 85% du nombre total des infrastructures endommagées, c'est-à-dire 94 infrastructures du primaire sur les 110 que nous avons recensées. Et on peut dire aussi que parmi ces 110 infrastructures endommagées, ce sont les infrastructures qui ont une durée de vie de moins de 20 ans qui constituent le plus grand nombre des infrastructures endommagées par les intempéries et représentent 65% du nombre total des infrastructures endommagées, c'est-à-dire toutes les infrastructures qui ont moins de 20 ans sont au nombre de 72 sur les 110 recensés. Toutes choses qui interpellent tous les acteurs impliqués dans la chaîne de réalisation des infrastructures sur la question de la qualité de la réalisation des infrastructures. Quand on reprend les statistiques plutôt, donc on obtient pour les infrastructures qui ont connu des dommages, donc celles réalisées par les ONG et associations, parmi parce qu'il y a beaucoup d'intervenants dans la réalisation des infrastructures scolaires dans notre pays. Ce n'est pas que le ministère en charge de l'éducation, il y a beaucoup d'intervenants. Et les ONG et associations qui nous accompagnent, il y a 32 sur les 110 réalisés par les ONG et associations qui ont subi des dommages. Donc les infrastructures aussi réalisées par les communes, soit sur fonds que nous transférons aux communes, soit sur leurs fonds propres, il y en a 29.
et par les maîtrises d'ouvrage directes, donc réalisées donc par le ministère en charge de l'éducation sur donc toute la période, hein, pas de 1 à 5 ans, mais sur toute la période, il y en a 28. En termes de causes probables de dégradation d'infrastructures, il y a d'abord le non-respect des normes de construction ou des termes de contrat par les entreprises de travaux, surtout au niveau de la pose de la charpente. Il y a le manque ou l'insuffisance du suivi-contrôle lors des constructions. Parce que même quand vous recrutez une structure de contrôle, elle vient faire le contrôle régulièrement, mais il y a le contrôleur à pied d'œuvre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est qualifié pour le contrôle et qui a le bagage nécessaire et qui vit sur le chantier. C'est-à-dire qui est là tous les jours avec l'entreprise pour contrôler. Et donc, si la structure de contrôle est bien outillée, si elle fait correctement son travail, on ne devrait pas pouvoir, en principe, avoir des dégradations, sauf dans des cas de force majeure. Et donc, comme j'ai dit, absence de suivi de contrôleurs à pied d'œuvre, insuffisance de compétences des agents commis par les bureaux de contrôle, etc. Il y a l'insuffisance aussi de la supervision, contrôle par le maître d'ouvrage. Si la maîtrise d'ouvrage déléguée, qui a recruté les entreprises et les structures de contrôle, n'est pas suffisamment présente pour le contrôle, ça peut poser des problèmes. Il y a l'exposition des infrastructures aussi aux aléas, hein, au vent. Il y a souvent l'isolement des infrastructures, surtout en milieu rural, des portes et fenêtres des bâtiments qui sont toujours ouvertes. La mauvaise orientation dans l'implantation aussi du bâtiment peut provoquer des dégradations. Mais au regard de tout ceci, quand on parle d'insuffisance de contrôle ou manque de compétences, la première cause de mon point de vue en tout cas, et je pèse mes mots, il y a soit de la complicité ou de la corruption. Ça, je pèse mes mots. Maintenant, je ne peux pas le prouver, mais je considère que si vous êtes une structure qui a été recrutée pour cela, parce qu'on a vu, par exemple, dans la commune de Dassa, pour le CG de Do, ça a été donc, la réalisation se faisait sur ressources que nous avons transférées à la commune, et pendant que le bâtiment se construisait, une pluie, et tout s'est effondré. Et même heureusement, parce que si le bâtiment était achevé, et que cela s'était passé, bon, on a vu ce qui s'est passé à Dandé, etc. Donc, il y a le laxisme, il y a la corruption, certainement, il y a la complicité, parce que moi, il m'est revenu effectivement que certaines entreprises de construction disposent aussi de structures de contrôle. Naturellement, ce n'est pas sous les mêmes noms, et ça n'appartient pas physiquement sur les papiers à la même personne, mais apparemment, c'est pour les mêmes personnes. Imaginez qu'une structure de contrôle et l'entreprise soit pour la même personne, sans qu'on ne le sache, parce qu'ils ne vont pas naturellement le mettre sous le même nom et qu'ils se retrouvent sur un même chantier. Donc, si les personnes n'ont pas le sens vraiment de la responsabilité, ça peut aussi poser des problèmes. Maintenant, quelles sont les perspectives et solutions envisagées? Au niveau donc, du ministère en charge de l'éducation, nous sommes en train de collecter toujours les données donc, pour identifier les agences. Il y en a où on le sait déjà, il y en a où ça se poursuit. Les entreprises et les bureaux de contrôle impliqués dans la réalisation de toutes ces infrastructures dégradées ou totalement endommagées. Donc, c'est une tâche qui est délicate pour certaines infrastructures qui sont très anciennes. Quand c'est une infrastructure de plus de 40 ans, près de 50 ans, c'est souvent difficile de déterminer qui a réalisé. Et aussi souvent, il y a plusieurs intervenants. Et ça peut aussi poser des problèmes. Et en termes de perspectives, donc, nous avons démarré des missions d'évaluation physique et financière des infrastructures endommagées, donc en vue de préparer leur réhabilitation. Il y en a certainement qui vont être reprises par l'entreprise parce que les structures sont sous garantie, mais il y en a qui ne le sont pas. Il faut qu'on travaille à les rendre fonctionnelles ou à les reprendre totalement pour qu'à la rentrée prochaine, donc, les élèves puissent y être. Donc, nous sommes en train de faire l'évaluation et après ça, il va s'agir maintenant de trouver les ressources. Alors, au regard de l'importance des dégâts et des conséquences à certains endroits, donc, nous avons demandé aussi qu'on puisse pousser les investigations donc, par des structures habilitées en vue de situer les responsabilités et prendre des mesures nécessaires. Il faut dire aussi qu'au niveau du ministère en charge de l'éducation, en termes de perspectives, nous attelons à renforcer les compétences des structures déconcentrées pour la mise à leur disposition de techniciens en bâtiment identifiés au sein du ministère en charge de l'éducation. Parce qu'on a des collègues qui ont, ou des personnes qui sont au ministère en charge de l'éducation
et qui ont des compétences en génie civil, qui ont des diplômes et qui ont même fait de la pratique, qui pourraient être mis à contribution dans des structures déconcentrées pour le suivi supervision. Et nous travaillons à généraliser aussi le suivi citoyen à travers l'implication des communautés locales bénéficiaires dans le suivi de la réalisation des infrastructures. Et cela se fait à travers un projet d'appui au plan décennal stratégique de l'éducation de base. Et vous avez suivi certainement avec moi dans un journal de la RTB, donc, où dans la commune de Houndé justement, le suivi citoyen a permis d'identifier une école en construction où les briques utilisées étaient friables au toucher. Et donc, ce suivi citoyen a permis d'arrêter donc cette situation pour éviter les dommages qui pourraient apparaître. Maintenant, d'autres actions devraient être envisagées, des possibilités éventuelles de sanctions, peut-être aussi, donc regarder les procédures aussi de passation des marchés. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des défaillances à ce niveau? En tout cas, il y a un ensemble de choses. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement a instruit donc les ministres concernés, et en particulier le ministre en charge donc de l'urbanisme, à ce qu'on puisse travailler à faire un rapport sur des perspectives donc, pour améliorer et éventuellement prendre des sanctions le cas échéant contre des entreprises ou des structures de contrôle donc, qui se montreraient complaisantes face donc, à cette situation qui se présente. Effectivement, mon département a pu faire une communication orale en Conseil de ministres sur ce que j'appellerais un phénomène désastreux, étant entendu que l'Assemblée nationale a déjà eu à réaliser une enquête parlementaire, notamment sur les modes dont a parlé tout à l'heure Monsieur le ministre Ouaro. Mais le constat triste, désolant, qui se fait en début d'hivernage, nous a effectivement amené à prendre à bras le corps la question, surtout en termes de solutions durables, puisque quand on regarde les statistiques qui ont été données, c'est un phénomène qui remonte, mais qui va crescendo, ce qui veut dire que le gouvernement voudrait en tout cas enrayer cette situation qui a été déjà diagnostiquée, puisqu'on connaît les causes qui sont principalement, au risque de me répéter, au niveau de l'appel à concurrence, où on a souvent remarqué que les dossiers d'appel d'offres ne suivent pas la réglementation à la matière, du fait de beaucoup de paramètres, dont la corruption, le clientélisme, l'affairisme. Donc, c'est un domaine où, effectivement, il va falloir être rigoureux, parce que le contrôle en amont existe aussi chez nous à travers la Direction générale du contrôle. Et vous savez, l'acte de bâtir obéit à des prescriptions strictes pour pouvoir construire. Et vous avez souvent vu, même en ville, la mention arrêt de chantier. Ça veut dire que le contrôle estime que ce chantier n'a pas respecté les prescriptions en la matière. Nous avons aussi comme cause qui a été diagnostiquée la mauvaise qualité. On ne respecte pas les prescriptions dans l'acte de construire. Là, il faut des techniciens avisés qui vont surveiller, faire le contrôle du chantier et attester que la maison, l'édifice, le bâtiment que vous êtes en train de faire obéit à tout cela. Vous avez également comme cause les différents matériaux de construction qui sont utilisés. Et tout cela, c'est dans le cadre de la
qualité, mais vous avez aussi l'article 43 qui dit, du Code de l'urbanisme et de la construction, qui dit que l'entrepreneur est responsable de l'exécution proprement dite des ouvrages sous le contrôle technique de l'architecte et de l'ingénieur. Il a la responsabilité de la bonne exécution et de la finition des ouvrages. Il assume une responsabilité décennale sur les ouvrages exécutés à compter de la date de leur réception définitive. J'évoque cette prescription légale pour dire que quand une maison s'écroule alors qu'elle n'a même pas 10 ans, eh bien, au regard de la loi, la responsabilité est claire. Il n'y a pas lieu à se retourner vers le MENA, vers le ministère en charge de l'habitat, etc., etc. Mais c'est l'entrepreneur, a priori, qui est responsable de l'exécution de son marché pour n'avoir pas respecté la réglementation. Mais au regard de tous ces aspects, nous ne voulons pas dédouaner l'État, puisque quand il s'agit d'ouvrages publics, quand il s'agit même de bâtiments tout court, ce n'est pas pour rien, il y a un département en charge de l'urbanisme, de l'habitat et de la ville. Ça veut dire que toute maison au Burkina Faso ne devrait pas échapper au contrôle des pouvoirs publics. Et cela interpelle d'abord chaque citoyen, puisqu'il y va de la vie même du citoyen. C'est là où on dort, c'est là où on fait ses affaires, c'est là où on travaille, donc c'est notre vie. Et pour cela, nous avons cette prérogative du contrôle de la qualité, du contrôle de l'exécution de tout ce qui se fait en matière de l'habitat. C'est pour cette raison que, prenant la situation en début d'hivernage, je veux dire notamment le mois de juin, eh bien, en accord avec le ministère en charge de l'enseignement et de l'éducation, nous avons essayé de remonter ces statistiques pour que vous compreniez l'ampleur du phénomène. Et en termes de solutions que nous préconisons, nous avons envisagé, je pense pour le mois de juillet prochain, de tenir déjà des assises avec tous les acteurs qui interviennent dans l'acte de bâtir, afin que nous puissions sonner sur la sonnette d'alarme. Mais plus que cela, je pense que notre rôle, au regard du décret qui porte sur nos attributions, c'est faire en sorte que notre département soit en amont et en aval de tout ce qui est comme construction. Et cela doit être entendu. Nous avons une direction générale de l'architecture et de la construction, c'est pour pouvoir faire cela. Mais la pratique est autre chose. Et cette pratique qui échappe au contrôle de l'État, naturellement, nous a conduit à ces dérives-là, comme on en constate aussi avec les promoteurs immobiliers. Je profite donc pour leur faire un clin d'œil, pour dire que plus rien ne sera comme avant, parce que l'État va jouer son rôle. Et ce rôle, c'est faire respecter la loi, pas plus. Ifzou KMD, RTV Radio. Le ministre a dit qu'on a identifié déjà quelques entreprises. À l'instant T, quelles peuvent être, on va dire, des mesures drastiques que vous allez prendre par rapport à ça? Maintenant, en termes de perspective, qu'est-ce que vous attendez directement aussi des journalistes par rapport à ça? Abdelaziz Edouman de la télévision Canal 3. Cette question est adressée à monsieur le ministre en charge de l'urbanisme. Moi, je voudrais savoir pourquoi attendre maintenant avant de venir faire un communiqué là-dessus. Il y a déjà des... C'est devenu, je ne sais pas, déjà vu. Avant même les écoles, il y avait déjà à Banfora, dans d'autres localités, Tinkodogo. On voyait tout ça, mais
le gouvernement était resté silencieux jusqu'à ce que, je puisse dire, c'est le drame de Dandé qui vous a fait sortir de votre silence maintenant. Alors, pourquoi avoir attendu tout ça? Germaine Farama de Savane Média. Ma question est adressée aux deux ministres. Alors, il y a des entrepreneurs qui dénoncent des mauvaises pratiques dans les différents ministères, en ce sens que lorsque tu acquiers un marché public, chaque personnel du ministère réclame sa part du budget. Du coup, ils se retrouvent avec un budget qui n'est vraiment pas conséquent pour faire de bonnes réalisations. Alors, j'aimerais avoir leur avis là-dessus et savoir est-ce que ces pratiques ne sont pas à l'origine des mauvaises réalisations auxquelles on fait face actuellement. Et qu'est-ce qui est fait, ou qu'est-ce qui sera fait pour mettre fin à ces pratiques dans nos différents ministères? La question de M. Kiemde de RTB Radio, combien peut coûter une école complète? Alors, nous avons effectivement adopté par arrêté, donc avec l'accompagnement du ministère en charge de l'urbanisme, le 1er juillet 2020, de nouvelles normes de construction d'infrastructures éducatives pour tenir compte justement des besoins de réalisation d'infrastructures de qualité. Maintenant, quelles sont les mesures de sanction? Je pense que le ministre en charge de l'urbanisme a situé le contexte. Et comme j'ai dit, il y a des endroits où nous n'avons pas encore... il y a des localités où on n'a pas la situation de ceux qui ont réalisé. Et donc, on est en train de faire le point. Il y en a où on le sait. Et donc, les responsabilités seront en tout cas situées. Et j'ai demandé à des structures habilitées de poursuivre les investigations pour qu'on puisse vraiment situer les responsabilités. Parce qu'il m'est revenu aussi dans certains endroits où des gens disent que les dégradations ont été le fait donc, des hommes aussi. Donc tout ça nécessite vraiment un approfondissement. Qu'est-ce qu'on attend des journalistes? Mais c'est le relais d'information et surtout donc, montrer ce qui va et ce qui ne va pas. Comme je vous ai dit, moi j'ai été très heureux de constater le reportage de RTB sur la commune de Houndé, où les responsabilités aussi ont été situées. Ça n'a pas été le cas dans tous les reportages. Je sais que entre Dori et Seba, sur la route entre Dori et Seba, il y a une commune où effectivement un bâtiment qui s'est écroulé, un bâtiment éducatif. Mais le reportage qui a été fait et les personnes qui ont été interrogées ont toujours tout fait pour ne pas dire que c'est la commune qui a réalisé l'infrastructure si des fonds transférés. Alors que c'était le cas. C'est qu'on disait, bon, on a reçu encore de nouveaux fonds du ministère, on va travailler à construire une nouvelle infrastructure. Mais les nouveaux fonds qui ont été transférés ne sont pas faits pour construire ce qui est dégradé. C'est pour normalement d'autres infrastructures. Et donc, pour Houndé, j'ai beaucoup apprécié parce qu'effectivement, on a montré donc, la gravité de l'acte. Parce que quand vous touchez à des briques qui se fritent comme des biscuits, c'est extrêmement grave. Et là-bas, on a dit que ça a été réalisé. C'était un coût de réalisation par la commune sur des fonds miniers. Et donc, ce qu'on demande, ce que nous, en tout cas, on attend des journalistes, c'est effectivement de faire aussi ce travail d'investigation, mais de donner la vraie information pour que les responsabilités soient situées et que des sanctions puissent être prises, sans dédouaner le rôle de l'État, bien sûr, comme l'a dit donc le ministre en charge de l'urbanisme. Le drame de Dandé nous a tous interpellés, nous a choqués, nous a marqués, et ça a pu être un accélérateur, mais ce travail-là, quand même, a été fait parce que, à la date d'aujourd'hui, moi, je n'ai pas de ligne budgétaire pour réhabiliter ces infrastructures. Donc, qu'il y ait eu Dandé ou pas, s'il y a des infrastructures dégradées ailleurs, il faut que je fasse le point et que je fasse une évaluation financière et qu'avec le ministère des Finances, on trouve des solutions pour que les élèves, à la reprise, puissent bénéficier d'infrastructures de qualité. Alors, dans les processus de passation, il semblerait que chacun réclame sa part. Moi, comme je vous ai dit dans ma déclaration liminaire, le ministre en charge de l'urbanisme l'a dit. On pense qu'il y a de la corruption, de l'affairisme, du clientélisme dans tout ce qui se passe. Mais nous n'avons pas de... Moi, en tout cas, je n'ai pas de preuves d'abord. Mais si vous, dans votre travail de journaliste, vous nous apportez les preuves, on va prendre des dispositions. Mais nous sommes en train aussi de faire un travail. C'est pour ça que je vous ai dit, on est en train d'approfondir donc, les différentes investigations pour que cela puisse se faire. Mais en tout état de cause, en fonction
en fait, du nombre d'années d'existence de l'infrastructure, les responsabilités sont connues. Donc, clientélisme ou pas, corruption ou pas, si quelqu'un a pris son marché et puis s'est baladé dans tout le ministère pour donner de l'argent à des gens, ça c'est son problème. Si ça s'est dégradé, c'est sa responsabilité, il va réparer. Ça c'est ce qu'on retient. Et si vous pouvez nous aider effectivement à débusquer aussi, il faut que cela se fasse parce que ça y va du développement de notre pays et de l'intérêt des populations. Ce que nous attendons des journalistes, moi je crois que la lutte contre la corruption est un combat qui doit se mener en amont de la justice et doit se poursuivre également en termes de sensibilisation, d'éducation citoyenne, de prise de conscience collective. Parce que même les lois que nous votons, la réglementation qui existe et qui est souvent parfaite, elle est méconnue. Ou, en tout cas, si à la mauvaise foi, on feint de l'ignorer jusqu'à ce que l'on soit rattrapé. Parce qu'il y a un adage qui dit chez nous que nul n'est censé ignorer la loi. Mais c'est quand il y a des problèmes. Donc, moi, en tout cas, j'attends des journalistes, conformément à leur propre déontologie, que la vérité, et rien que la vérité, triomphe dans le rendu de l'information. Qu'on donne vraiment des informations exactes qui concourent à renforcer justement cette prise de conscience pour que nous puissions avoir des bâtiments qui répondent aux normes et à la réglementation. Je pense que la question qui tend à dire que pourquoi le gouvernement s'est réveillé maintenant, quelque part, je crois, on dit qu'il y a toujours la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y a eu mort d'hommes. Et ici, il faut féliciter aussi la presse qui a permis de porter ce choc à la surface. C'est extrêmement important. Donc, il y a perte en vie humaine, mais il y a dégâts matériels importants, comme quelqu'un l'a souligné tout à l'heure, en termes de coûts. Si on veut regarder ces édifices qui se sont écroulés, ce sont des centaines de millions de francs. Il y a de plus en plus un certain incivisme qui se développe. Voyez-vous, les maisons précaires, si nous décidons aujourd'hui de les enlever parce qu'elles n'obéissent pas à la réglementation, eh bien, vous serez encore là à courir derrière d'autres faits divers. Et pourtant, il faut y arriver. Vous voyez des maisons qui sont dans des zones inondables que vous rapportez. Il faut que ça s'arrête. Et en toute chose, il faut à un moment donné prendre ses responsabilités. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Je pense que, concomitamment au drame de Dandé, il y a eu celui de Bitou, où nous avons perdu 2 vies humaines. Il y a eu Awaré ici, à Bonheurville. De plus en plus, vous voyez des bâtiments qui s'écroulent. Donc, face à tout cela, je pense que le gouvernement avait beaucoup de raisons, en tout cas, d'aller à l'action. Depuis quelques semaines, nos services de la Direction générale de contrôle sont sur le terrain. Donc, je profite en tout cas de vos caméras, de vos micros, de vos plumes, pour attirer l'attention des uns et des autres, que si vous êtes en train de construire, ayez l'amabilité de suivre la réglementation, ayez l'autorisation nécessaire et vous aurez des maisons durables qui ne vont pas s'écrouler. Sinon, nous arrêterons les chantiers. Merci. Bernard Bouma de la radio Watt FM et de la télévision Free TV. Alors, ma première question, Maître Benouende Sankara, donc le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville, a dit que c'est de faire en sorte que le ministère dont il a la charge soit en amont et en aval par rapport aux différents chantiers, ce qui ne l'est pas, alors qu'il y a une circulaire en 2020 que le Premier ministre avait prise
pour interpeller les différents ministères par rapport au mécanisme de contrôle. Qu'en est-il de cette circulaire et de son application aujourd'hui? La deuxième question, c'est vrai que le ministère du Commerce n'est pas là, mais les entrepreneurs pointent du doigt aussi la qualité du matériau de construction. Le fer, le ciment, les tôles posent aujourd'hui un problème sérieux de construction, même pour ceux qui sont dans les constructions privées. Alors, qu'en est-il également de ces réalités-là aujourd'hui? Et pour terminer, c'est la question des transferts de ressources. Alors, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, quand vous transférez les ressources, quels sont les moyens que vous avez pour contrôler les ressources qui ont été transférées dans l'exécution de ce qui a été prévu? Ok, Oumar Ouedraogo des éditions Sidouaya. Alors, c'est vrai, il y a une évaluation qui est faite et également il y a des solutions qui sont envisagées, mais ce n'est pas sûr que ces bâtiments-là seront, tous ces bâtiments-là seront reconstruits avant la rentrée scolaire prochaine. Alors, ma question est de savoir qu'est-ce qui est en vue pour recaser ces élèves-là au cas où tous ces bâtiments-là ne seront pas construits. Merci. Je suis Lansani Sanogo du quotidien numérique d'Afrique. J'ai deux petites préoccupations. La première, sous forme de question, je l'adresse à monsieur le ministre en charge de l'urbanisme et de l'habitat, qui a dit dans ses propos que les pratiques dites désastreuses nous ont conduit à toutes ces dérives. Moi, je voudrais un peu comprendre avec lui comment il s'explique cela en tant que ministre. C'est-à-dire que ces pratiques aient échappé au contrôle de l'État et qui nous conduisent à ces dérives-là. Bon, je veux bien comprendre comment lui, en tant que ministre, il s'explique cela. Ma deuxième préoccupation, je l'adresse à monsieur le ministre en charge de l'Éducation nationale. Il vous faudra combien de temps pour faire le point? Puisque vous avez dit que les services techniques, tous ceux qui sont mobilisés pour en tout cas faire l'état des lieux, le point des pertes et donner des chiffres, quelque chose comme ça. Il vous faudra combien de temps pour pouvoir le faire et sortir ces chiffres-là pour nous édifier sur l'ampleur du phénomène? Est-ce que vous donnez l'engagement ici que dans ce domaine-là, à partir de cet instant-là, ou du moins les jours à venir, les années à venir, on ne verrait plus ces genres de pratiques-là? Ahadi Sandamba de la RTB Télé. J'avais deux préoccupations. La première préoccupation, quand on regarde le nombre d'écoles construites par les fonds transférés directement aux collectivités, ces infrastructures se chiffrent à 17. J'aimerais peut-être faire une suggestion au ministère, et quand vous transférez les fonds, est-ce que vous n'avez pas, je dirais, il y a quelqu'un qui a déjà abordé dans le même sens que moi en disant, est-ce que vous avez des mécanismes, est-ce que la loi vous permet de suivre vraiment les réalisations et autres? Moi, je voulais savoir, est-ce qu'il n'est pas possible d'arrêter peut-être même les transferts et faire directement les travaux au niveau du ministère? Et ma deuxième préoccupation, c'est au niveau du suivi-évaluation. Je crois qu'en 2019, il y a eu des reporters de la RTB qui étaient dans la région de l'Est par rapport en tout cas à la situation des écoles, la construction des écoles et autres. Mais il y avait un problème de suivi-évaluation, comme quoi la direction régionale en charge de l'éducation n'avait même pas de carburant pour se rendre sur les différents sites pour le contrôle. Et il se trouvait même que c'est des jeunes qui sont au chômage, que la commune ou bien je ne sais qui a recruté pour aller, qui n'ont aucune expérience en la matière, qui se chargent du suivi-évaluation. Est-ce que vous n'allez pas revoir votre façon de faire en la matière? Bernabé Gansonnet de WattFM True TV. Monsieur le ministre en charge de l'éducation, dans son discours, a dit qu'ils ont pu déjà identifier quelques entreprises responsables de certains dégâts. Est-ce qu'on peut avoir l'identité déjà de ces structures? Et quelles sanctions encourent ces différentes structures-là?
Merci. Saïdou Kaboré de la radio scolaire RTE. Et ma question va s'adresser à mon ministre de tutelle. Bon, depuis un certain temps, on parle de bâtiments qui s'écroulent par-ci, par-là. Est-ce que le ministère ne pourra mettre un numéro vert à la disposition des populations pour qu'ils puissent dénoncer les entrepreneurs indélicats qui s'adonnent à ces pratiques? Là, on pourra avoir des bâtiments plus résistants. Merci. Effectivement, moi, je ne peux pas garantir que tout sera prêt à la rentrée, puisqu'on n'a pas commencé les travaux. On est dans une période de saison hivernale. On doit faire une évaluation et rechercher les moyens pour la réalisation. Donc, ça rentre dans le cadre de l'urgence. Donc, nous travaillons à ce que le plus rapidement possible, les évaluations soient achevées et que donc, nous puissions travailler rapidement à la remise à niveau de certains bâtiments ou à la reconstruction. Là où tout s'est écroulé, il y a des délais de réalisation d'une infrastructure qui sont des délais scolaires, qui sont des délais de 4 mois au moins. Donc c'est sûr que dans certaines situations, il faudra chercher des solutions de rechange. Du reste, il y a des infrastructures qui étaient même des infrastructures qu'on devait utiliser pour les examens scolaires qui commencent mardi prochain. Et donc nous les avons délocalisées. Et donc on travaillera à trouver des solutions en attendant que les différentes infrastructures soient prêtes. Alors, combien de temps pour sortir tous les chiffres? Donc, en tout cas, nous travaillons pour faire en sorte que cela se fasse le plus tôt possible. Parce que, comme je vous ai dit, la première étape, c'était d'identifier l'ensemble des infrastructures à une date donnée. Parce que sinon, chaque jour ou chaque semaine, on vous dit il y a telle infrastructure dans tel endroit, vous ne pouvez pas travailler comme ça. Donc, on a donné un délai. Et à partir de ce délai maintenant, on a reçu toutes les informations qu'on a compilées le 14. Nous sommes au 17. Nous avons maintenant demandé à nos structures techniques de commencer les évaluations. Mais c'est une urgence, donc le plus tôt possible, on fera en sorte que les différentes évaluations soient disponibles. Pour les mesures à prendre ou les sanctions, c'est comme j'ai dit, il y a des endroits où nous avons demandé des investigations plus poussées. Dès qu'on aura le retour des structures que nous avons commis à cela, donc on pourra, en lien avec le ministère en charge de l'urbanisme et le ministère de l'économie, des finances et du développement, préparer un dossier qui va être soumis en Conseil des ministres pour que des décisions donc, soient prises. Maintenant, est-ce qu'on peut prendre l'engagement qu'on ne verra plus ce genre de choses? Si j'étais la seule personne qui construisait ces infrastructures, j'allais vous dire je m'engage. Moi, je ne suis pas un spécialiste du génie civil. Je ne peux pas garantir. Mais ce que nous devons vous garantir, c'est que nous devons, si nécessaire, réviser nos textes, nos différents textes réglementaires de façon à pouvoir sanctionner. Moi, je crois plus à la sanction. Si des entreprises commencent à être sanctionnées, si des entreprises sont on va dire, blacklistées de la liste des entreprises autorisées à participer aux procédures de marché, vous verrez que les choses vont bouger. Donc, il y a ce travail aussi qu'il faut faire. Et si, comme ça a été dit, la responsabilité des entreprises, conformément aux textes déjà en vigueur, sont appliquées, vous verrez que les gens ne vont pas s'amuser à aller dans ce sens. Et ce travail-là, nous devons le faire. Et quand nous allons finir de tout compiler, je peux vous rassurer que partout où la réglementation actuelle permet de prendre des sanctions, nous allons proposer effectivement que des sanctions donc soient prises. En fait, sur les 110 infrastructures, c'est 29 infrastructures réalisées dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage communal, sur fonds transférés ou sur fonds qui ont été endommagées, soit effondrées. Le cas de Dandé, c'est sur fonds transférés. Donc, il y a des cas comme ça. Maintenant, les 17 là, c'est sur l'ensemble des 24 qui ont été réalisés en 2016 et 2020. Donc, ça reste effectivement quelque chose d'énorme. Malheureusement, lorsque nous transférons les fonds, les transferts de fonds s'adressent à 3 objectifs. Le premier, c'est les transferts pour l'acquisition des vivres pour les cantines au niveau du primaire et du préscolaire. Donc, à ce niveau, ce que nous avons gardé au niveau du ministère en charge de l'éducation, c'est que nous recrutons une entreprise qui certifie de la qualité et de la quantité des vivres donc acquis conformément au dossier d'appel d'offres et au texte que nous avons en lien avec
le type de produit et la qualité du produit, en le faisant certifier par l'Institut national de santé publique ou le laboratoire de l'Institut régional donc, de l'IRSAT, donc du CNRST. Et si donc, les vivres ne remplissent pas les conditions, les conditions donc, requises, ces vivres-là sont rejetés. C'est-à-dire lorsqu'on acquiert les vivres, une commune acquiert, ces vivres-là sont stockés donc, dans des magasins qu'on appelle des magasins de transition. Et c'est lorsque donc, cette structure de contrôle certifie de la quantité qu'il fallait commander conformément au dossier d'appel d'offres et de la qualité conformément à ce qui est requis, en ce moment, ces vivres-là sont transférés dans les écoles et les établissements. Donc, nous, c'est vraiment à ce niveau. Maintenant, pour ce qui est du cartable minimum, parce que les élèves du primaire doivent bénéficier justement de cahiers, bics, etc. pour les cours, on contrôle aussi la quantité, mais on ne va pas au-delà. Pour ce qui est des ressources transférées pour la réalisation d'infrastructures, malheureusement, nous n'avons pas de réglementation qui nous permet de contrôler la qualité des infrastructures. Et c'est pour cela que, dans le cadre donc, du projet d'appui au développement donc, de l'éducation de base, donc PAPDCED, nous avons démarré une phase pilote de suivi citoyen. Et c'est en cela que je pense que la proposition faite donc par le journaliste de la RTE, de la radio scolaire, est bien à propos, parce que l'objectif du suivi citoyen, c'est de montrer que ce n'est pas bon et d'alerter. L'objectif pour nous n'est pas nécessairement de discuter avec l'entrepreneur ou avec ceux qui sont sur le chantier, mais d'attirer l'attention des structures du ministère sur la qualité des infrastructures qui sont réalisées, des structures qui peuvent être déconcentrées ou au niveau central, afin que nous puissions effectivement faire remonter les informations acquises de droit. Donc, nous n'avons pas, mais c'est toutes ces choses-là qu'il faudra apprécier aujourd'hui, quand on se rend compte qu'une bonne partie des dégradations sont en lien avec la réalisation par la maîtrise d'ouvrage communale. Et sur la question donc, du suivi-évaluation, où il n'y a pas de carburant, comme j'avais dit tantôt, donc, lorsque nous transférons les fonds pour la réalisation d'infrastructures, nous ne sommes pas habilités à contrôler la réalisation en termes de qualité, mais il y a une compilation qu'on fait sur la réalisation. On s'assure que c'est réalisé. Maintenant, on travaille à ce qu'il y ait ce travail de suivi citoyen qui, de mon point de vue, sanctions et suivi citoyen sont des éléments qui pourront nous aider à avoir des infrastructures de qualité. Je crois qu'il n'est pas de trop de dire que c'est une situation désastreuse. C'est même une catastrophe, tant le mal est profond. Mais ce qu'il faut souligner avec force, c'est, dans un premier temps, le diagnostic qui a été fait par le gouvernement et surtout les solutions qu'il veut apporter pour y remédier. Je dis que le mal est profond parce que un journaliste a demandé tout à l'heure quel est l'engagement que nous prenons ici et maintenant. Si des bâtiments sont déjà construits en ne respectant pas la réglementation, ça va être très difficile de rattraper ces situations, sauf que dans le contrôle que nous allons faire, c'est attirer l'attention ou même ordonner la destruction. Ça se trouve dans nos prérogatives. Donc ne soyez pas étonnés qu'on demande à des propriétaires de démolir leurs bâtiments qui n'auraient pas respecté la réglementation. Mais imaginez le préjudice que cela occasionne. Autre chose, nous avons dit tout à l'heure que cette situation a interpellé l'Assemblée nationale. Dans mon premier propos, j'ai rappelé qu'une commission d'enquête parlementaire a eu lieu sur les modes.
Et cela a été rendu public. Donc déjà, ce rapport qui a été transmis au gouvernement nous a interpellés sur l'ensemble des recommandations faites par la représentation nationale. Donc tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ça veut dire que si vous regardez dans le rétroviseur, depuis 2020, notamment le 21 février 2020, où son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a eu à prendre la lettre circulaire dont parlait l'un des journalistes tout à l'heure, c'est parce qu'on a voulu mettre au devant le département en charge de l'urbanisme, de l'habitat et de la ville, et ce n'est pas un fait du hasard, ce n'est pas un pur hasard qu'aujourd'hui la notion de ville apparaît. C'est pour mieux coordonner l'ensemble des actions de construction et surtout tout ce qui peut impliquer le caractère urbain d'une agglomération. Que ce soit les voiries, les grands travaux, l'habitat, y compris les lotissements qui se font. Donc, quelque part, eh bien, je réponds aussi pour dire qu'on n'a pas attendu Dandé. Mais les faits sont là que des bâtiments qui remontent à peu près à 10 ans en venant ont déjà été construits, en tout cas en ne respectant pas la réglementation requise. Voilà pourquoi je dis que la situation est assez catastrophique, désastreuse au regard de ce que nous constatons. Mais les solutions que nous apportons, c'est faire le contrôle et s'assurer que, en tout cas, on peut prévenir le mal. Et à partir de là, c'est cet engagement que nous prenons pour répondre aux journalistes, c'est faire en sorte que tout ce qui va rentrer dans la construction, donc dans l'habitat, puisse respecter la loi et mener le contrôle qui s'y est. Et d'ailleurs, j'ai évoqué tantôt nos attributions découlant du décret portant attribution du ministère, de notre département. Donc, plus que la circulaire, aujourd'hui, nous sommes en phase avec les autres départements ministériels pour travailler dans une collégialité pour relever ce défi. L'exemple que je peux donner, c'est qu'entre le ministère des Infrastructures et nous avons deux directions générales qui travaillent dans un comité avec la mairie, sinon avec l'ensemble des communes, pour contrôler tout ce qui devrait se faire en termes d'habitat, en termes de voirie, en termes d'infrastructures. Donc ça veut dire que cet engagement-là découle de nos lettres de mission, donc de la vision même du gouvernement. Donc l'engagement est pris par le chef de l'État qui a été même élu sur la base justement de ces promesses-là. Donc je veux rassurer à travers vous les populations que ce travail se fera en tout cas dans l'intérêt de la sécurité, je dis bien la sécurité de nos populations, parce que quand un bâtiment s'écroule, eh bien c'est aussi une question de sécurité. Enfin, je pense que la question du contrôle est revenue et on a donné l'exemple de bénévoles. Je dois rappeler qu'en ce qui nous concerne, nous avons dans chaque chef-lieu de région, même de province, des directeurs centraux qui s'occupent de l'urbanisme et qui, par ricochet, font ce contrôle-là. Voilà pourquoi j'insiste sur le fait qu'un profane ne peut pas aller contrôler la qualité d'un bâtiment. Ce n'est pas possible. Donc, de plus en plus, nous avons même demandé d'être impliqués à ce niveau-là. Mais comme le ministre Waro l'a dit tout à l'heure, dès lors que vous avez rétrocédé les ressources, dès lors que vous avez fait un transfert, en fait, vous avez dégagé votre responsabilité à ce niveau-là. Ce qu'on en fait maintenant, on ne se réfère plus à l'autorité. Mais il est de notre responsabilité également de sensibiliser les collectivités
de sensibiliser tous ceux qui font le bâtiment, que ce soit des publics ou des privés, pour que la réglementation soit suivie. Maintenant, les questions de moyens, les questions de ressources, je crois qu'à ce niveau-là, c'est un autre problème, parce que si la loi existe, il faut se donner les moyens de l'appliquer. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs de la presse, en votre nom à tous, le service d'information du gouvernement remercie les membres du gouvernement venus répondre à vos préoccupations sur la dégradation des bâtiments publics en cette saison des pluies. C'était avec vous le professeur Stanislas Ouaro, ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, et maître Benewende Stanislas Sankara, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville. Le gouvernement reste toujours disponible pour vous éclairer sur cette situation qui interpelle tous les acteurs. En attendant, je vous souhaite un bon retour dans vos rédactions. Prenez bien soin de vous pour prendre soin de tous. Au revoir.